Vince McMahon a été le président de la WWE pendant plusieurs décennies et a dirigé la société d'une main de fer. Mais soyons réalistes, il n'était pas vraiment la personne préférée de tout le monde. En fait, il a souvent fait preuve d'un comportement étrange et un peu bizarre. Il est même allé jusqu'à forcer des catcheurs à faire des choses plutôt douteuses. Alors restez sur cette vidéo pour découvrir les choses les plus dérangeantes que Vince McMahon a forcé à faire aux catcheurs de la WWE. Vous avez déjà entendu parler de la célébration sexuelle en direct d'Edge et Lita? Si ce n'est pas le cas, voilà. Edge et Lita n'étaient pas contents de devoir faire cette scène. Il s'avère que c'est Vince McMahon qui en est à l'origine. Enfin, peut-être pas directement son idée, mais il était impliqué. Cet événement s'est déroulé pendant l'ère Ruthless Aggression en 2006. Même si la WWE avait un peu calmé le jeu après l'Attitude Era, il en restait encore quelques vestiges. Et ce segment avec Edge et Lita était certainement l'un de ces restes où ils ont fait semblant de simuler un acte sexuel pour que tous les fans puissent le voir en direct. Avant d'aborder ce segment de Monday Night Raw, plantons un peu le décor. La veille de Raw, il y avait le pay-per-view New Year's Revolution. John Cena a réussi à survivre à un match d'Elimination Chamber pour conserver son titre de champion de la WWE. Mais, sorti de nulle part, Edge a profité de la fatigue de Cena et a encaissé son contrat, remportant du même coup le titre de champion du monde de la WWE. Le lendemain, Vince McMahon a réuni son équipe créative et lui a posé la question suivante. Que ferait Edge pour célébrer sa première victoire au titre mondial? C'est ainsi qu'est née l'idée de la scène de sexe en direct. Vince était pratiquement fou de joie en pensant à toutes les possibilités qu'offrirait ce segment. Il voyait Edge comme un type qui repoussait les limites, qui brisait les cases, prêt à tout chambouler à chaque fois qu'il montait sur le ring. Après tout, il était en passe de devenir la Rated R Superstar. Le 9 janvier 2006, le Raw qui suit le New Year's Revolution se déroule à Hersey, en Pennsylvanie. Avant le segment, les promos annonçaient la grande promesse d'Edge. Se frotter à sa petite amie, Lita, en plein milieu du ring, en direct et sans censure. Lorsque tout ce segment a été présenté à Edge et Lita avant le spectacle, Lita n'était pas d'accord. Selon Lita, elle a carrément dit aux scénaristes et aux producteurs qu'elle n'était pas à l'aise avec ce plan et qu'elle n'était tout simplement pas d'accord. Mais c'était ce que Vince McMahon voulait, et si elle ne le faisait pas, elle serait renvoyée de la compagnie. Lita a fait part de ses inquiétudes à son vrai petit ami, Edge et John Cena. Tous deux se sont adressés directement à la direction, essayant de faire cesser le segment avant qu'il ne soit diffusé à la télévision. Malheureusement, leurs efforts ont été vains, puisque leurs demandes ont été rejetées, et qu'il n'y avait même pas de place pour modifier le concept. La célébration du sexe en direct s'est déroulée comme prévu. Malgré les efforts du couple pour faire abandonner l'idée, ils étaient au milieu du ring avec un lit, prêts à faire ce qu'on leur demandait. Le couple s'est embrassé et a commencé à se déshabiller lentement jusqu'à leurs sous-vêtements. Edge a ensuite mis Lita en position de levrette et lui a enlevé son soutien-gorge. Pendant que les fans de la WWE restaient dans un silence stupéfait, ou plutôt émoustillé, Edge et Lita ont grimpé dans le lit et se sont glissés sous les couvertures. Au cours de la célébration, les choses sont devenues un peu folles. Edge a accidentellement révélé un peu trop de choses et la caméra a surpris Lita en train de se mettre torse nu pendant une seconde. Cette partie a dû être coupée au montage plus tard sur le WWE Network. Puis, Ric Flair s'est invité à la fête, ce qui a mis l'ancien champion John Cena dans tous ses états, et il s'en est pris à Edge. La célébration sexuelle en direct d'Edge et Lita a été un véritable succès d'audience. Elle a obtenu un score impressionnant de 5,2, ce qui en fait le premier segment de Raw à atteindre ce score depuis près d'un an. En 1999, le segment This Is Your Life de The Rock et Mankind avait obtenu un score épique de 8,4. Malgré cela, la direction de la WWE s'est félicitée du succès de ce segment en félicitant Edge et en le laissant se vanter d'être l'ultime champion de la WWE à avoir été le plus regardé à l'écran, avec la direction et de commentaires peu amènes de la part des fans. Sa sortie n'a pas été un conte de fées non plus. Elle a affronté Mickie James dans un match de retraite et a ensuite vu ses objets personnels vendus par Crime Time, qui a appelé cela un « haussal ». Lita a estimé que c'était une façon peu subtile de la part de la WWE de la laisser partir.
Mais tout le monde n'a pas oublié ce moment tristement célèbre. Drake Maverick a même envisagé de recréer cette scène avec sa femme pendant son règne sur le titre 24/7. Corey Graves et Carmella avaient également l'idée de le reproduire, mais les dirigeants de la WWE n'étaient pas d'accord et ont abandonné l'idée. Mais oui, cet événement troublant s'est produit uniquement parce que McMahon l'a voulu. Vince McMahon n'a peut-être pas voulu la situation suivante, mais il n'a certainement pas essayé de l'éviter. Au fil du temps, Vince McMahon s'est retrouvé mêlé à de nombreux scandales, mais celui de Janet Grant est le plus important de tous. En 2022, le règlement de 3 millions de dollars de Janet Grant a déclenché une enquête sur Vince McMahon et la WWE. Grant a travaillé pour la WWE de 2019 à 2022, période pendant laquelle elle a affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles et de trafic impliquant McMahon et d'autres membres du personnel de la WWE. Leur interaction a commencé lorsque McMahon lui a offert un emploi à la WWE. L'action en justice a souligné des cas présumés d'inconduite sexuelle de la part de McMahon au cours de discussions sur son rôle dans la société. L'action en justice inclut un certain nombre de choses que McMahon aurait forcé Grant à faire. Par exemple, il lui aurait dit bonjour en ne portant que ses sous-vêtements, lui aurait frotté le dos et l'aurait supplié de garder leur lien spécial secret, laissant entendre qu'il avait des avocats prêts à s'occuper des fauteurs de troubles. Madame Grant affirme qu'elle s'est sentie piégée et poussée à avoir une relation sexuelle avec M. McMahon afin d'éviter d'éventuelles conséquences juridiques de la part de ce dernier. Dans le procès, McMahon n'est pas le seul accusé. Il aurait partagé ses photos avec d'autres employés, laissant entendre qu'elle serait prête à avoir des relations sexuelles avec eux aussi. En outre, McMahon aurait ordonné à Grant de se livrer à des actes avec l'ancien responsable des relations avec les talents, John Laurinaitis, qui a déjà été mentionné dans l'enquête 2022. La plainte affirme que McMahon a demandé à Grant d'avoir des relations sexuelles avec des personnes telles que Laurinaitis, le thérapeute physique de McMahon, et une superstar de la WWE, qui était un ancien champion des poids lourds de l'UFC. Pour ajouter un élément troublant, l'avocat de John Laurinaitis a affirmé, dans une déclaration faite après la publication de l'action en justice, que son client était également une victime de Vince McMahon et non l'un des auteurs de l'agression. En fait, l'avocat de Laurinaitis dit que McMahon l'a aussi forcé à se mettre dans ce pétrin. McMahon est accusé d'avoir utilisé l'attrait d'un emploi à la WWE pour s'impliquer dans des affaires qu'il n'aurait pas dû, d'avoir profité de la situation difficile de Grant et d'avoir cherché à ce que son équipe juridique puisse faire disparaître les problèmes. En plus de tout cela, McMahon l'aurait épuisé avec des insultes et des menaces, lui donnant l'impression qu'il possédait sa carrière et sa réputation. Le procès affirme même que McMahon a soumis Madame Grant à une cruauté et à une dégradation si intense qu'elle a dû s'évanouir mentalement pour tenir le coup. McMahon a fait beaucoup de choses très désagréables, comme faire caca sur Madame Grant, la laisser meurtrie après leur relation sexuelle et l'enfermer dans des chambres pendant des jours après le même acte. Et écoutez ça, il l'a comblée de cadeaux, comme une BMW, des cartes cadeaux pleines d'argent, des diamants et des vêtements de luxe pour la tenir en laisse. Glacial, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus fou, c'est que ce n'est pas la seule fois où Vince McMahon a forcé une catcheuse à faire des choses assez folles. Au milieu des années 80, Vince McMahon aurait violé Rita Chatterton, arbitre de la WWE. Rita Chatterton affirme que Vince McMahon l'a agressée sexuellement dans sa limousine en juillet 1986. Elle a quitté la WWE la même année sur la base d'histoires contradictoires, l'avocat de la WWE ayant affirmé à l'époque qu'elle avait été licenciée pour un motif valable. Chatterton a été la première femme arbitre à travailler dans la World Wrestling Federation, et ce n'était pas un exploit facile, compte tenu du fait que certains cadres de la WWF ont essayé de l'empêcher d'arbitrer son premier match. Ils ne l'ont autorisé qu'après qu'elle ait menacé de les poursuivre en justice, ainsi que la WWF. Après quelques petits boulots pour la fédération, elle fait ses débuts à la télévision lors d'un show au Madison Square Garden en janvier. Mais sa carrière dans le catch est assez courte. En avril 1992, Chatterton accuse publiquement McMahon de l'avoir violée en 1986.
elle affirme que le 16 juillet 1986, McMahon a essayé de lui faire des choses dans sa limousine. Et quand elle a dit non, les choses ont empiré. Un autre catcheur, Leonard Inzitari, l'a confirmé lors d'un entretien avec le New York Magazine en 2022. Ces accusations n'ont pas attiré beaucoup d'attention à l'époque parce que la World Wrestling Federation faisait face à un tas d'autres scandales, comme des allégations de distribution de stéroïdes et des accusations vraiment sérieuses impliquant la maltraitance d'enfants par d'autres dirigeants de la WWF. McMahon a déclaré que ce n'était pas vrai et lui et sa femme, Linda, ont intenté une action en justice contre les auteurs de ces accusations. Mais les choses sont devenues encore plus folles lorsque McMahon a été lui-même impliqué dans l'affaire des stéroïdes et qu'il a dû en répondre devant les tribunaux. Il est finalement innocenté en 1994. Toute cette affaire a été oubliée jusqu'en 2022, lorsque le procès de Grant l'a remise sous les feux des projecteurs. En décembre 2022, Chatterton décide de poursuivre McMahon en justice. Mais le même mois, ils parviennent à s'entendre à l'amiable. L'avocat de McMahon a tenté de plaider l'innocence, mais ils ont tout de même fini par payer une somme d'argent pour éviter une grande bataille juridique. La rumeur veut que McMahon ait versé un joli montant à Chatterton, mais le montant exact n'est pas vraiment connu. Chatterton demandait initialement 11,75 millions de dollars de dommages et intérêts, mais il semble qu'il soit parvenu à un accord différent à huis clos. Même si elle n'a pas l'intention de retravailler avec McMahon, elle est tout à fait prête à reprendre le catch un jour. Ensuite, nous avons le club Kiss My Ass de Vince McMahon. Oui, nous savons que les sons sont déjà dérangeants. Vince McMahon a toujours été connu pour son égocentrisme, et le Kiss My Ass Club en est un parfait exemple. Depuis 2001, il obligeait les catcheurs à embrasser son derrière pour rester employés. Le coup d'envoi a été donné par William Regal, mais Vince a poursuivi cette étrange tradition avec d'autres catcheurs au fil des ans. McMahon avait un sacré sens du spectacle lorsqu'il s'agissait du club Kiss My Ass. Il baissait son pantalon d'une manière lente et sexuelle, en secouant lentement ses hanches et ses fesses tout en baissant son pantalon. Et il avait toujours des marques de bronzage qu'il était difficile de manquer. De plus, il montrait ses fesses en les fléchissant. Il lâchait même plusieurs fois des pets au visage des invités avant qu'il n'embrasse son magnifique cul. Et croyez-le ou non, des gros bonnets comme Trish Stratus et Eric Bischoff ont aussi passé du temps derrière son postérieur. Et il ne cessait de répéter que son cul était une œuvre d'art qui mettait en valeur la personne qui l'embrassait. De plus, beaucoup de ses membres étaient menacés de suspension ou de licenciement s'il refusait de lui lécher le cul, littéralement. McMahon ne se contentait pas d'exhiber son derrière nu. Parfois, il pimentait les choses avec un string serré ou un jockstrap. Et comme si cela ne suffisait pas, il se penchait en avant, donnant à l'entrée une expérience encore plus désagréable. Le tout premier membre de ce club Kiss My Ass fut William Regal. McMahon a mis Regal à rude épreuve après son passage dans l'Alliance. Il l'a taquiné en lui faisant embrasser son derrière avec son pantalon, puis avec ses sous-vêtements. Et juste quand vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus bizarre, il a fait mettre du baume à lèvres à Regal avant de lui faire embrasser les fesses nues de son patron, devenant ainsi le premier membre du club Kiss My Ass. Même si de grands noms comme The Rock, Stone Cold, Steve Austin et même Hornswoggle ont réussi à déjouer McMahon à certains moments, cela n'a pas rendu l'idée du Kiss My Ass Club moins croustillante. Le Rock a même essayé de faire cesser ce club après que McMahon ait embrassé Rikishi à SmackDown. Mais l'amour de McMahon pour l'humour des toilettes était plus grand, et le club a continué à refaire surface, à l'amusement de certains et à l'horreur d'autres. Jim Ross a été le prochain à se faire griller. Ross avait toujours été la cible préférée de Vince McMahon. Son tour est venu comme une revanche pour s'être moqué de Vince pendant les commentaires. Après l'échec de la tentative du président de se faire lécher le cul par Steve Austin, toute cette étrange saga s'est arrêtée pendant 5 ans. Puis, tout d'un coup, Marty Jannetty a voulu retrouver son ancien poste, et il a donc dû rejoindre le Kiss My Ass Club. C'est alors que le Heartbreak Kid est intervenu pour sauver la situation, mais il a fini par devoir rejoindre le club contre sa volonté. Après lui, ce fut au tour de Mick Foley de ravaler sa fierté. Et, en 2008, le catcheur Hornswoggle s'est retrouvé sur la sellette en tant que fils supposé illégitime de Vince. Il a poussé la chose à l'extrême en plantant ses dents dans le derrière du président. En fin de compte, le Kiss My Ass Club
n'était qu'une intrigue comme une autre dans le monde du catch, et personne n'en a été physiquement blessé. Cependant, elle a consommé une tonne de temps d'antenne au fil des ans, temps qui aurait pu être utilisé pour un contenu plus significatif ou plus divertissant. Quoi qu'il en soit, il est bien connu que la division féminine de la WWE, jusqu'à récemment, n'était pas prise au sérieux. L'un des segments les plus étranges et les plus inconfortables de l'histoire implique Vince McMahon et Trish Stratus. L'attitude Era a connu un succès fou pour la WWE parce qu'elle a vraiment repoussé les limites avec son contenu audacieux. Mais soyons réalistes, il y a eu aussi des moments pitoyables. Même si la WWE a laissé tomber les matchs de soutien-gorge et de culottes, les concours de maillots de bain et d'autres choses qui n'ont pas vraiment permis aux femmes de s'épanouir. Au début des années 2000, la WWE regorgeait de femmes éblouissantes. Il y avait les dures comme Ivory et Jacqueline, et puis il y avait Chyna, qui a totalement changé le scénario en dominant la division masculine. De plus, Vince McMahon n'était pas étranger aux intrigues romantiques ou torrides, avec Sable, Stacy Keibler, Tori Wilson, Candice Michel, et j'en passe. Mais Trish Stratus a vraiment pris le dessus lorsqu'il s'agissait de tirer le meilleur parti de ses angles. Aujourd'hui, Trish est peut-être le plus grand talent féminin que la compagnie ait connu jusqu'à présent, mais elle a dû passer par des moments embarrassants aux mains de McMahon. Trish Stratus a commencé comme manager de l'équipe de tag team de la TNA, Test et Albert, mais c'est lorsqu'elle est devenue la prétendue maîtresse de M. McMahon qu'elle a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Le passage de Trish en tant que prétendue maîtresse de Vince McMahon était plutôt dégoûtant, mais bizarrement, cela lui a ouvert la voie pour devenir une légende du catch féminin. L'histoire était un pur feuilleton, comme la WWE les aimait à l'époque. Trish et Stephanie McMahon se disputaient pratiquement l'affection et la loyauté de Vince. Le point culminant a été atteint lorsque McMahon a ordonné à Trish de ramper et d'aboyer comme un chien alors qu'elle était manifestement mortifiée. Vince l'a humiliée encore plus en la forçant à se déshabiller. Tout cela s'est déroulé dans l'épisode du 5 mars 2001 de WWF Raw is War. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était à mourir de rire, mais bizarrement, cela a poussé Stratus au sommet, faisant d'elle l'une des plus grandes catcheuses de tous les temps. Même si l'intrigue était révoltante, elle a réussi à faire passer McMahon pour un abruti et à inciter les fans à soutenir Stratus. C'est un peu comme la façon dont McMahon s'est attaqué à Kofi Kingston sur son chemin vers le championnat de la WWE des années plus tard, en lui mettant toujours des bâtons dans les roues et en lui manquant de respect. Pour continuer avec les intrigues romantiques bizarres de McMahon, une autre catcheur qui s'est retrouvée dans une situation étrange avec lui était Sable. Vous la connaissez probablement comme l'épouse de Brock Lesnar, mais avant cela, Sable a été mêlée à des drames avec Vince McMahon. En 2003, elle a participé à une histoire romantique avec McMahon, jouant le rôle de sa maîtresse pendant un certain temps. Ils ont même eu un différend avec Stephanie McMahon. McMahon a même forcé Sable à devenir l'assistante de Stephanie, provoquant toutes sortes de drames à l'écran. Mais dans la vraie vie, elle n'était ni la maîtresse ni l'assistante de McMahon. Elle n'était qu'une des nombreuses catcheuses qui devaient se plier aux exigences de Vince pour conserver leur emploi. Avant tout cela, Sable est entrée sur la scène du catch à WrestleMania 12 en mars 1996. Faisant ses débuts dans la World Wrestling Federation. Mais Vince a réussi à la transformer en une sorte d'outil sexuel pendant un certain temps, l'utilisant en fonction de son intrigue. Malgré cela, elle s'est fait un nom pendant l'attitude Era avec ses combats contre Luna Vachon et Jacqueline. De plus, elle a même remporté le titre de deuxième championne féminine des années 90. En 1999, elle a quitté la WWE et a intenté une action en justice d'une valeur de 110 millions de dollars contre la société pour harcèlement sexuel. Il semble qu'il y ait une tendance, n'est-ce pas? McMahon lui faisait montrer beaucoup plus de peau que nécessaire et l'impliquait dans des situations trop intimes avec d'autres catcheurs. L'affaire a finalement été abandonnée et Sable a continué à travailler comme mannequin pour Playboy. En 2003, elle fait son retour à la WWE, déjà mariée à un autre catcheur, Marc Mero. On aurait pu penser que cela atténuerait le caractère sexuel de son personnage,
Mais non. Dès son retour, McMahon l'a choisie comme maîtresse, ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup de scènes croustillantes où il parlait et agissait sexuellement. Ce que faisait McMahon était assez évident. Il essayait toujours de faire de Sable un sexe symbole. De plus, ils ont essayé de faire de Sable la méchante, en la faisant participer à des événements révélateurs comme des concours de bikini. Puis, il y a eu cet angle où McMahon a fait de Stephanie McMahon son assistante, ce qui a provoqué un drame entre elles. Tout a explosé lors d'une bagarre dans un parking où Stephanie a carrément arraché le soutien-gorge de Sable, la laissant exposer en direct à la télévision. Après tout ce drame, Sable a connu quelques autres querelles, mais a finalement mis un terme à sa carrière en 2004 pour se consacrer à sa famille. Pour finir, parlons d'une autre catcheur avec laquelle Vince McMahon a eu une étrange aventure romantique. Stacy Keibler. Vous voyez que cette dernière a racheté son contrat. Son passage de la WCW à la WWE pendant l'histoire de l'invasion est emblématique. De plus, le charisme et le talent de Stacy ont fait d'elle une diva hors pair, et elle est même devenue l'un des plus grands noms du monde du catch. Même après son départ de la WWE en 2006, les fans étaient toujours fous d'elle. Revenons à 2002. Stacy est engagée comme Vince McMahon était en train d'interviewer des candidats sur le ring quand soudain, le thème musical de Stacy a retenti et elle a descendu la rampe. Stacy a dégagé, commencé à sauter dessus en exécutant une danse séduisante. Vince a été choqué par la performance de Stacy et en tant qu'assistante de Vince a été riche en drame et en souffrance pour des hommes comme Randy Orton et Triple H. Elle a affirmé qu'Orton lui avait fait des avances, ce qui l'a amené à se faire battre sur le ring à plusieurs reprises. Et comme si cela ne suffisait pas, Stacy s'est même amusée à voir Triple H se faire piéger par les gardes du corps de McMahon. Cependant, le temps de Stacy dans la lumière de ce sport a pris une tournure sombre lorsque Stephanie McMahon est devenue manager général. Vous vous souvenez de toute cette histoire avec Randy Orton? Il s'avère que ce qui semblait être un mensonge faisait en fait partie d'une intrigue. Ils sont allés assez loin, Stacy accusant Orton de quelque chose d'aussi grave qu'un viol. Mais ce n'est pas tout. Les intrigues étaient assez folles. Stacy devait devenir la maîtresse de Vince. Et il y a même eu une intrigue dans laquelle elle était supposée être enceinte. Mais les choses sont devenues encore plus sombres dans les coulisses, avec des scènes qui laissaient entendre que McMahon l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Cela n'a pas fait autant de bruit que d'autres accusations portées contre lui. Mais compte tenu de son passé, ce n'est pas vraiment une surprise. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.